On vit littéralement sur une planète de dette. Non, non, ce n'est pas juste une image. C'est la pure réalité mathématique de notre système mondial. Mais alors, que se passe-t-il quand ce système, qui est bâti pour une croissance sans fin, se heurte de plein fouet à une nation en pleine crise? Pour le comprendre, on va se pencher sur un cas d'école, la France. Regardez ce chiffre. 315 000 milliards de dollars. C'est la dette mondiale. Tout confondu. Les États, les entreprises, nous, tout le monde. C'est un montant tellement astronomique que, pour se faire une idée, c'est presque 3 fois la valeur de tout ce que l'humanité produit en une année entière. Ça donne le vertige. Et là, ça nous amène à une question un peu bizarre, non? Si tous les pays ou presque sont endettés, si tout le monde doit de l'argent, à qui est-ce qu'on doit tout ça au final? La logique simple d'un crédit immobilier, eh bien, elle ne s'applique pas du tout ici. Et la réponse, elle nous révèle comment notre monde fonctionne vraiment. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par ce fameux paradoxe planétaire. Ensuite, on verra comment la dette est devenue le carburant des États et surtout, quel est le secret de ce système. Et enfin, on appliquera tout ça au cas très concret de la France pour comprendre ce piège de la paralysie et pourquoi ça menace toute l'Europe. Parce que oui, cette dette mondiale, ce n'est pas juste un chiffre dans un livre de comptes. C'est littéralement l'ossature, l'architecture invisible de notre monde. Chaque guerre, chaque crise, chaque période de prospérité, tout est lié à ça. Mais bien sûr, ce système ne s'est pas monté en un claquement de doigts. Pour piger le truc, il faut faire un petit retour en arrière, à la naissance de la dette souveraine. Et comme souvent en finance, c'est une innovation qui est née d'un besoin urgent, la guerre. On est en 1694. L'Angleterre a besoin de cash et vite pour financer sa guerre contre la France. Et là, idée de génie. Pourquoi ne pas emprunter à ses propres citoyens fortunés en leur promettant des intérêts à perpétuité? C'est la naissance de la première obligation d'État. Ce concept, il a été mis sous stéroïdes au XXe siècle avec les guerres mondiales et puis libération totale en 1971. C'est le moment où le président américain Nixon déconnecte le dollar de l'or. À partir de ce jour, la capacité d'emprunt n'a, en théorie, plus aucune limite. Alors, concrètement, pourquoi les gouvernements sont-ils devenus accros à l'emprunt? D'abord, et c'est le plus simple, pour boucher les trous dans le budget quand les dépenses sont plus fortes que les rentrées d'argent. Mais aussi, bien sûr, pour investir dans des grands projets, pour gérer des crises imprévues comme une pandémie. Et enfin, et c'est là que ça devient intéressant, pour rembourser les dettes précédentes. Et c'est ce dernier point qui est la clé de tout. Oui, ce dernier point, il nous amène au cœur du réacteur, au mécanisme central de la dette des États. C'est une idée qui va complètement à l'encontre de notre intuition, de notre logique d'un prêt personnel. Le grand secret de la dette moderne, c'est en fait assez simple, mais ça change tout. La voilà, la clé. Cette dette n'est pas faite pour être remboursée. Jamais. Contrairement à votre crédit auto ou à votre prêt immobilier, le but du jeu n'est pas de ramener le compteur à zéro. D'ailleurs, si on essayait de le faire, ça provoquerait un effondrement économique mondial. L'objectif, ce n'est pas le remboursement, c'est la soutenabilité. Il faut juste que le système continue de tourner. Et comment on fait tourner le système? C'est assez simple, c'est ce qu'on appelle le refinancement ou, pour faire simple, rouler la dette. Imaginez, une vieille dette arrive à sa date de fin. Le gouvernement ne va pas piocher dans les impôts pour la rembourser. Non, il va simplement créer une nouvelle dette, une nouvelle obligation, et avec l'argent frais, il rembourse l'ancienne. Le montant total de la dette ne baisse pas, il peut même augmenter, mais on a repoussé le problème plus loin. Ok, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Et c'est là qu'on va voir le cas de la France. C'est l'exemple parfait de comment cette mécanique bien huilée peut gripper. C'est le moment où les chiffres froids de la dette se cognent violemment aux idéaux d'un modèle social. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette de la France, c'est plus de 110% de tout ce que le pays produit en un an. Pour rappel, la limite officielle fixée par l'Europe, c'est 60%. On a donc pulvérisé le plafond. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le symptôme de décennies de déséquilibre. Et ce n'est pas un accident de parcours. Regardez bien, de 1974 à aujourd'hui, et même jusqu'à 2025 selon les prévisions, ça fait 51 années. 51 années de suite où l'État français a dépensé plus d'argent qu'il n'en a gagné. Chaque année, sans une seule exception. Pendant un demi-siècle, la France a institutionnalisé le fait de vivre à crédit. Le truc, c'est que ce système a tenu grâce à un contexte démographique qui, aujourd'hui, n'existe tout simplement plus. Dans les années 90, on avait 5 actifs qui cotisaient pour payer la retraite d'une seule personne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. L'équation mathématique du système de retraite par répartition, aussi généreux soit-il, est cassée. Et c'est précisément là qu'on arrive au cœur du problème, à ce qu'on appelle le piège de la paralysie. D'un côté, les lois de la finance exigent de corriger le tir, et vite. De l'autre, la réalité politique et sociale l'interdit. C'est un choc frontal entre ce qui est nécessaire économiquement et ce qui est impossible politiquement.
Le point de friction principal, c'est le système de retraite. Il pèse pour 14% de toute la richesse nationale, bien au-dessus de la moyenne européenne. Pour vous donner une idée, cette seule dépense est plus importante que les budgets de l'éducation, de la défense et des transports, réunis. Ce n'est plus une dépense sociale, c'est devenu un trou noir budgétaire qui aspire tout le reste. Et face à cette réalité mathématique, la réponse de la population a été massive. 70%. 70% des Français se sont opposés à la réforme qui proposait de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Une réforme que tous les économistes jugeaient, je cite, essentielle. Pourtant, cette proposition, somme toute modeste comparée à nos voisins, a mis des millions de gens dans la rue. Ça illustre parfaitement le fossé immense entre la nécessité des comptes et l'acceptabilité sociale. Alors, on pourrait se dire que c'est un problème franco-français. Mais non. Ce dilemme est en train de devenir une bombe à retardement pour toute la zone euro. Pourquoi ? Parce que la France, c'est la deuxième économie de la zone euro. C'est ce qu'on appelle too big to fail, trop gros pour faire faillite. Sa dette est presque 10 fois supérieure à celle de la Grèce au moment de sa crise. Un plan de sauvetage classique est donc quasi impossible. Si la France vacille, c'est la crédibilité de l'euro tout entier qui est en jeu. Ça pourrait lancer ce qu'on appelle un cercle vicieux. La valeur des obligations françaises chute, ce qui mettrait à genoux les banques européennes, allemandes, italiennes, espagnoles, qui en détiennent des milliards. Et bien sûr, l'instabilité économique nourrit la crise politique. Le centre politique traditionnel s'effondre au profit des extrêmes. Le gouvernement se retrouve paralysé, sans majorité claire pour agir, et le fameux moteur franco-allemand qui a toujours fait avancer l'Europe est en panne sèche, laissant tout le bloc sans pilote au milieu de la tempête. La dette, c'est l'outil qui a bâti notre monde moderne. Elle nous a permis d'emprunter au futur pour construire un meilleur présent. Mais quand on tire trop sur la corde, elle se transforme en une promesse impossible à tenir. Et la question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce que l'échafaudage qui nous a permis de nous élever est en train de devenir la cage qui nous emprisonne ?